Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de FramerX. Il s'agit d'un tout nouveau logiciel de design d'interface. À peine après être sorti, certains le comparent déjà à Sketch et Adobe XD. On va voir ensemble le lot de nouveautés qu'apporte le logiciel, ce qu'il est possible de faire et comment est-ce qu'il pourrait révolutionner l'UX et l'UI. On va faire le tour de l'ensemble des fonctionnalités, la vue globale du soft, les fonctionnalités de base, la fonction de stack, la mise en place d'interactions, le design de composants et le store, et le développement de composants, qui est pour moi la grosse valeur ajoutée de FramerX. C'est parti, on voit ça tout de suite. Alors pour installer Framer, commencez par vous rendre sur le site framer.com et en cliquant sur Try FramerX for free, vous pourrez télécharger une version gratuite. Si on va sur l'onglet Pricing, donc on voit qu'on a une offre qui est gratuite mais limitée à 14 jours. On a une offre annuelle qui revient à 144 $ par an, mais qui reviendrait donc à payer 12 $ par mois au final. Et une offre mensuelle, elle, qui est à 15 $ par mois. Donc une fois que Framer est téléchargé et installé, en le lançant, vous devriez avoir une fenêtre similaire à celle-ci. En cliquant sur le plus ou en faisant pomme N, vous pouvez créer un nouveau document. Alors on va commencer par faire un tour global de l'interface. Donc à droite on a un menu. Donc premier onglet Tools, second Layers, c'est là où on retrouvera les calques comme on pourrait avoir sur Photoshop ou autre. Les composants liés au projet sur lequel on travaille. Et le store, on reviendra plus en détail tout à l'heure. Alors on va retourner sur Tools. En haut à droite, on voit qu'on a donc trois icônes. Une preview pour tester notre design sur un simulateur, par exemple d'iPhone ou autre. Un live preview pour tester le design sur un vrai device, par exemple sur votre téléphone, votre tablette ou directement sur le navigateur s'il s'agit d'un design de site, et un onglet support. Alors donc dans l'onglet Tools, on va cliquer sur Frame, raccourci F, donc on voit tous les raccourcis ici à droite. Raccourci F, donc Frame, à droite on a des devices prédéfinis. Par exemple dans Phone, on peut choisir un iPhone X, ce qui nous crée directement l'écran ici. On va recliquer sur Frame, et donc c'est cet outil-là qui nous permet aussi bien donc, de créer des écrans que des formes pour réaliser tout type d'éléments graphiques. Par exemple, si je veux réaliser un bouton, c'est également cet outil-là que je vais utiliser. Par exemple, je peux mettre un radius à 10 pixels. Ici, je peux changer la couleur. On pourrait rajouter de l'ombre. Par exemple, je vais passer ça à 4. Ici, le blur à 10. Donc voilà, on voit l'ombre qui apparaît. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc on peut voir sur un iPhone ce que ça donne. Par exemple, je vais rajouter du texte, donc avec le raccourci T. Par exemple, on peut mettre menu, on va passer ça en blanc et centrer ça. Maintenant, si je clique sur le menu, là je vois que il est accroché à gauche, en haut et à droite. Donc si je redimensionne mon téléphone, on voit que mon bouton s'adapte par rapport à la largeur de mon écran. Donc parce qu'il est accroché sur la gauche et sur la droite. Si je désélectionne la gauche par exemple, on voit que mon bouton ne se redimensionne plus, mais il reste accroché par rapport à la droite de mon écran. Si j'inverse, donc on voit que c'est l'inverse, il reste toujours accroché à la gauche. Donc ces petites astuces, ça peut permettre de faire du responsive assez rapidement. Et on voit en mettant la souris sur ce curseur, en dessous on a une preview qui nous permet de nous rendre compte de l'effet qui sera appliqué. Ensuite on va voir un outil qui est propre à
framer, pardon, qui est les stacks. Donc on retrouve ici. Donc par exemple, on imagine qu'on a plusieurs boutons. Donc avec pomme D, je peux dupliquer mon bouton, ou en déplaçant et en maintenant appuyé Alt ou la touche Option. Donc je peux dupliquer mon item. Ici je vais changer la couleur. Par exemple je vais passer celui-là en rouge et celui-ci on va le mettre en vert. Ok. Et en imaginant donc que je veux déplacer ce bouton là pour le mettre à la place du vert et donc le vert à la place du noir. Donc logiquement je suis obligé de descendre mon bouton. Là on voit qu'il s'est mis à l'intérieur, donc je le ressors. Je vais le mettre tout en dernier. Ok. Et le vert du coup je vais le remonter. Donc voilà, c'est pas forcément hyper pratique. Si on a beaucoup de choses à modifier comme ça peut mettre du temps. Donc il y a une façon, donc avec les stacks, de gérer ça vraiment différemment et beaucoup plus simplement. Donc j'utilise l'outil stack, raccourci S. Je fais une sélection autour de mes 3 boutons. Je vais agrandir un petit peu pour garder l'ombre. Et là, si je double-clique donc pour rentrer à l'intérieur du stack, si je sélectionne mon bouton, on voit que je peux réorganiser simplement avec un drag and drop mes items. Donc c'est vraiment hyper pratique. Ça permet de réorganiser les éléments très simplement. Par exemple, avec raccourci U, je vais créer 3 cercles. Donc je vais mettre les uns en dessous des autres. Pareil, on va remodifier la couleur pour voir un petit peu le changement des boutons. Alors je vais recréer un stack autour de ces 3 cercles. Donc là on voit qu'ils ont bougé. Parce que si on regarde à Distribute, je suis à Start. Start, donc ça veut dire au départ de mon stack. Et si je mets End, donc ça va se mettre tout en bas au bout du stack. Et par exemple je peux choisir Center, donc ça me permet de réorienter les items à l'intérieur. Je peux mettre Space Between par exemple. Voilà, ça correspond en fait à des propriétés de Flexbox si vous connaissez le CSS. Et je peux également changer la direction. Donc hop, j'agrandis mon stack. Ici, je vais remettre en Spider-On. Donc voilà, là je peux très facilement changer l'orientation. Donc ça peut aussi être très pratique. Et vu que c'est un stack, à l'intérieur, je peux réorganiser les éléments vraiment comme je veux. Maintenant, on va recréer un autre stack qui va englober les deux qu'on vient de créer. Donc là, pareil, ça les a remis tout en haut. Je vais les remettre comme ça. Très bien. Et maintenant, vu qu'on a deux stacks ici, je peux aussi les réorganiser à l'intérieur. Et toujours, bien sûr, réorganiser chaque item indépendamment. Donc si un client vous demande pas mal de modifications pour réorganiser une page, ça peut vraiment être hyper pratique d'avoir ce genre d'outil. Ça permet quand même de gagner beaucoup de temps. Donc moi je trouve que personnellement c'est une fonctionnalité de Framer X que je trouve vraiment hyper intéressante. Alors on va voir un autre outil. Alors je vais supprimer ça, tout supprimer. Un autre outil donc graphique. Je vais créer une zone comme ça. Et on voit en haut à gauche, j'ai des nouveaux outils qui sont apparus. Par exemple, si je trace un cercle à l'intérieur, donc mon cercle apparaît bien, je peux également le modifier. Et par contre, si je le fais sortir de la zone, il disparaît. Donc avec cet outil, on peut aussi utiliser la plume, pardon. Et donc c'est vraiment fait pour rester dans cette zone-là, dans une zone de dessin en fait. Et si je clique sur Down ou si je double-clique en dehors, je vais retourner en mode de calque comme j'avais
précédemment. Et le graphique, par contre, je peux pas le modifier. Il faut vraiment que je double-clique pour rentrer dedans. Et là, je passe en mode de dessin. Donc là, c'est vraiment pour faire en gros du SVG, des icônes, des choses comme ça. Alors, on va recréer un bouton. Moi, je vais retourner en arrière. Hop. Alors, je vais garder ce bouton-là. Je l'ai copié. Alors, je vais juste le sortir du stack parce que j'ai plus besoin d'un stack. Ok, donc j'ai un bouton menu. Je voudrais qu'il m'ouvre justement une page de menu. Alors j'appuie sur F, donc le raccourci pour les frames. Là on voit que j'ai une zone à droite. Si je clique dessus, ça me recrée le même écran. Donc je vais diminuer la largeur. Je vais changer le background, je vais reprendre la même couleur que mon fond. On va mettre un texte juste pour indiquer que c'est le menu. Ok. Donc maintenant je voudrais que lorsque je lance le simulateur, au moment où je clique sur le bouton, ça m'ouvre le menu. Alors pour ça, dans Interactive, on va utiliser Link. Donc comme son nom l'indique, qui est fait pour faire des liens. Donc je clique dessus, et là on voit que j'ai une zone bleue là qui apparaît, donc je peux sélectionner un autre écran. Donc je sélectionne mon menu, je vais l'agrandir un petit peu quand même. Hop. Et donc si je lance la prévisualisation, je clique sur menu, là on voit que donc mon écran apparaît, mais il apparaît pas vraiment comme un menu, mais plutôt comme une nouvelle page. Donc si on regarde ici dans les propriétés, on voit que maintenant dans Link, donc Target, ici Frame, ici je vais le renommer menu, pour qu'on sache bien de quoi il s'agit. Donc je resélectionne mon bouton, là on voit donc Target, on est bien sur menu. Transition push, donc c'est ce qui donne l'effet qu'on vient de voir. Par exemple, je vais passer en overlay et direction, donc là je suis de la droite vers la gauche et je veux l'inverse, de la gauche vers la droite. Si je relance, je reteste, donc là ça fonctionne bien. On a bien un menu qui s'affiche. Donc voilà, on a différentes options, on a vu push avant, on peut avoir une modale. Donc si je teste, voilà, ça s'affiche bien sous forme de modale. Alors là, un peu trop large, je peux plus cliquer en dehors. Donc là, on a une petite flèche qui sert à rafraîchir la preview. Donc on a différentes choses, fade par exemple. Voilà. Donc grâce à cet outil, Lynx, on va pouvoir vraiment faire du prototype interactif, de faire une navigation entre les différentes pages. Ensuite, on va faire une zone scrollable, donc avec l'outil d'en dessous, scroll. Alors dans un premier temps, donc on va l'utiliser. On va faire une zone de sélection qui va aller jusqu'au bas. On va recréer un nouvel iPhone avec le raccourci F. Toujours le même. On va l'agrandir sur la hauteur. On va créer une liste, juste une liste de rectangles qui simulerait une liste quelconque. Hop. Ok, alors je vais juste en remettre un dernier. Et maintenant, donc sur ma zone que j'ai créée ici, donc on voit Connect to Scrollable Content. Donc je sélectionne le petit point qui est à droite et là je peux aller choisir un autre écran. Et donc il s'affiche directement dans cette zone là. Par contre je peux pas la modifier. Si je veux la modifier, c'est vraiment cet écran qu'il faut que j'édite. Mais les répercussions s'affichent directement. Si je relance une simulation, là je peux scroller directement dans ma zone qui est donc définie. Par contre si j'essaie de scroller avec la souris, ça fonctionne pas. Donc je sélectionne ma zone de scrollable et dans Wheel je mets On, et là je peux aussi bien sélectionner en cliquant ou en utilisant la molette de ma souris. Alors on va supprimer ça.
Donc après, voilà, on a texte, rond, des choses assez classiques. Je vais copier, coller mon bouton et je vais supprimer le lien. Donc pour ça, je clique sur le petit moins, le moins à droite. Et je vais créer un composant. Donc si je fais clic droit, Create Component, j'ai mon bouton donc qui est devenu... je refais. Ok, qui est devenu un composant. Donc on voit, il a changé de couleur. Et dans Components, je retrouve mon bouton ici. Que je peux remettre sur mon application. Donc ici, on voit mon premier composant donc qui est en master et l'autre instance. Si j'en remets un autre, il sera également en instance. On va voir le premier qui sera le master. Si je le modifie, donc ils changent tous. Par contre, les instances, je peux les modifier indépendamment. Donc voilà, ça, si vous utilisez déjà Sketch ou Figma ou même Adobe XD ou autre, vous devriez être habitué à ce genre d'outils. Donc là, rien vraiment de nouveau sur Framer. Par contre, ils ont ajouté le store. Alors le store, en fait, c'est une bibliothèque en gros de composants. On va pouvoir télécharger tout un lot de composants en cliquant dessus. Donc par exemple, Material Design, on clique sur Install. On est patient. Donc maintenant, on voit que j'ai une petite pastille bleue. Le composant s'est installé. Donc dans Material Design, on a une liste de composants disponibles. Par exemple, ici, j'ai un bouton. Et on va mettre par exemple un slider. Donc sur ces composants-là, on voit que je peux modifier là le background. Je peux mettre vraiment ce que je veux. Je pourrais rajouter une icône, j'ai un type, donc ça c'est l'effet au clic. Là sur mon slider, pareil, je peux changer la couleur. Donc ça je sais pas trop ce que c'est. Et si je lance la prévision, là au clic on voit que j'ai vraiment l'effet typique de Material Design. Et mon slider, je peux vraiment jouer avec. Donc c'est ce qui permet vraiment de rajouter de l'interaction vraiment poussée sur les prototypes. Et on peut vraiment aller encore plus loin. Alors je vais supprimer tout ça. On va tester un autre composant. Donc par exemple Mapbox. Je vais l'installer. Je clique sur Show. Donc là on voit que j'ai que Mapbox. Alors en fait c'est parce qu'en cliquant sur Show, ça me sélectionne ici dans le filtre en bas à droite directement le composant que j'ai installé. Donc si je fais glisser la carte, donc j'ai bien une carte qui s'affiche, localisée par défaut sur Amsterdam. Localisation que je peux tout à fait changer. Je peux changer la valeur du zoom. J'ai différents styles aussi que je peux changer. Et si je lance la preview, donc je peux vraiment interagir sur la carte. C'est vraiment interactif. Donc une nouvelle fois, pour présenter des prototypes, c'est quand même toujours mieux d'avoir vraiment quelque chose qui ressemble vraiment au produit final, plutôt que d'avoir juste voilà, une carte basique d'installer. Et on a comme ça tout un lot de composants disponibles. Il y en aura sûrement aussi beaucoup d'autres à venir, parce que le logiciel reste tout nouveau. Par exemple, si je veux tester Profile, on va l'installer. Alors je vais supprimer la carte. Donc ça va nous permettre de créer une liste d'utilisateurs. Par exemple, je vais passer en mode liste. Région. On va écrire France. Et si je duplique mon composant, on voit que les données se mettent à jour complètement aléatoirement. Mais ça permet comme ça de vraiment créer une liste d'utilisateurs
très rapidement. Donc voilà, je vous invite vraiment un peu à fouiller et tester un petit peu tous les composants disponibles sur le store. On a aussi des kits. On peut vraiment tester pas mal de choses. Et donc là, les composants installés, ils sont installés uniquement pour ce projet-là. C'est-à-dire que si je crée un nouveau document, j'aurai aucun. Si je fais un nouveau, j'aurai aucun composant d'installer ici. Il faudra vraiment que je retourne les chercher. Donc voilà, c'est vraiment lié au document. Alors maintenant, au niveau des composants, on va aller encore plus loin. Donc je vais supprimer là tout ça. Au niveau de l'interaction, pardon, que je voulais dire, on va aller vraiment plus loin. Alors je vais créer une nouvelle forme ici. Et donc on a une partie code. Donc si je clique dessus, par exemple, je peux choisir le fichier exemple et on va choisir scale sur la fonction override. Donc si je teste, on voit qu'on a une animation qui se fait. Et on a différentes animations comme ça, par exemple rotate. Donc je vous invite à les tester. En fait, la grosse force de Framer, selon moi, c'est que on peut coder directement en JavaScript à l'intérieur du logiciel. Donc si vous connaissez pas du tout le JavaScript, ça peut faire peur, mais je vous conseille vraiment de suivre cette partie-là parce que c'est vraiment la grosse valeur ajoutée de Framer et qui va nous permettre de réaliser des prototypes vraiment entièrement interactifs et de rajouter de l'animation. Ça, c'est vraiment une plus-value. Donc on va voir un petit peu comment faire ça. Au niveau du JavaScript, je vais essayer de détailler au maximum. Donc même si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec ce langage, j'espère que ça va aller quand même. Donc, dans un premier temps, je vous invite à installer l'éditeur de code Visual Studio Code, donc qui est gratuit. Est-ce que donc Framer s'appuie dessus. Donc ici, une fois que Visual Studio Code est installé, on va cliquer sur New File, ce qui va nous lancer justement Visual Studio Code avec un fichier app.tsx et un premier code généré qui correspond à l'exemple qu'on avait dans Scale. Alors, il faut savoir que le développement JavaScript sur Framer s'appuie sur le framework React.js, qui est un framework conçu par Facebook pour concevoir des applications web et mobiles. Donc, qu'est-ce qu'on a? On importe data, animate, override et animatable de Framer. Ensuite, on a une variable data dans laquelle, alors je vais faire des retours à la ligne ici pour gagner en lisibilité. Donc dans laquelle on a scale de point animatable à 1. Donc on va voir après à quoi ça correspond. Et en dessous, on exporte donc une constante scale où dedans on fait un return. Donc on lui dit en gros que le scale, donc qui est une propriété CSS, donc qui détermine la taille de notre élément. Donc la taille de notre frame correspondra à data.scale. Donc data ici, .scale, ce qu'on a à l'intérieur de data. Au moment du clic, donc sur la fonction onTap, on lui dit que data.scale équivaut à 0,6 et on anime ça. Donc on fait un animate sur data.scale et comme valeur 1. Alors si on veut reprendre cet exemple, par exemple, en imaginant qu'on veuille déplacer notre élément, celui-là, au moment où on clique dessus, on veut le déplacer vers la droite. Alors on va commencer par faire une fonction, on va l'appeler move left, donc override, et on va faire un return. Pour l'instant, on va rien mettre d'autre. On enregistre. Si on va sur Framer, donc on a bien notre élément de sélectionné.
Dans File, on choisit app. Et là, dans Override, on a Scale et Move Left, la fonction qu'on vient de créer. Donc si je teste ça, là ça va rien faire parce que dans le return, on n'a absolument rien mis. Alors, en haut dans le data, donc on avait une première propriété Scale, on va en rajouter une, Left, animatable 0. Et ici, dans mon return, je vais lui dire que le left de mon élément sur lequel j'applique cette fonction correspondra à data.left. Donc j'enregistre, et si je teste, je lance, je rafraîchis, et là on voit que mon bloc s'est collé tout à gauche. Donc en gros, je lui ai dit que en fait le left était égal à 0. Donc c'est ce qu'on a ici, on lui dit que la valeur par défaut est 0, mais que cette valeur, on pourra l'animer. Donc en fait c'est ce qu'on a ici, on lui dit que par défaut il a 1, on lui clique, on le passe à 0,6 et on le réanime à 1. Donc nous, on est reparti sur la même base, untap, avec un T majuscule. Donc dans notre fonction, on va lui dire qu'on veut l'animer, donc animate.spring. Donc qu'est-ce qu'on veut animer? C'est data.left et on veut l'animer par exemple à 100 pixels. J'enregistre, je relance. Là, on voit que ça fait rien, donc je rafraîchis. Et si je clique, donc on voit que la gauche se déplace, mais c'est pas notre forme entièrement. Ça c'est dû au fait que si je la sélectionne, on voit que je suis accroché à gauche et à droite. Donc je vais enlever ça, je relance, je rafraîchis, et là on a bien notre élément qui se déplace de 100 pixels en faisant un petit effet de rebond. Alors cet effet de rebond il est dû à quoi? C'est avec la fonctionnalité Spring. Si par exemple je mets is in out, j'enregistre et je reteste, là on voit qu'on n'est plus du tout sur le même effet, c'est beaucoup plus doux. Et on a d'autres effets comme ça, on peut avoir is ou is in ou encore is out. Alors on va remettre Spring. Ok. Et Spring, donc qui pour l'instant a deux arguments, data left et la valeur. Et on fait virgule et intracolade, on va pouvoir lui rajouter deux autres valeurs. Alors on va avoir tension, donc qui aura une valeur numérique, et friction qui aura une autre valeur numérique. Alors tension, ça va correspondre à la vitesse de l'animation. Par exemple, on va mettre 300. Et friction qui lui va correspondre au taux de rebond. Donc si par exemple je mets 20, je teste, je rafraîchis, je clique, donc là on voit qu'on a un léger rebond mais qui est beaucoup moins important que tout à l'heure. Et alors plus je vais mettre une valeur importante dans tension, plus ce sera lent. Et si par exemple je mets 3000, plus ce sera rapide, pardon. Donc comme on peut voir, là c'est beaucoup plus rapide. Donc ce qui correspond en fait à des millisecondes. Donc je vais remettre 300 et friction, plus je vais mettre une valeur basse, plus le rebond sera important. Par exemple si je mets 1, je reteste. Là on voit que voilà, ça rebondit beaucoup plus. Alors on va remettre 20. Et maintenant je voudrais par exemple que lorsque je clique une seconde fois, je viens de rafraîchir, je clique une première fois, ça le déplace de 100,
et je reclique, ça revient à sa position initiale. Alors pour ça, je vais commencer par créer une variable toggle égale false. Ensuite, je vais faire une condition. Je vais vérifier si toggle, est-ce qu'il équivaut true. Donc je pourrais mettre toggle égale true ou juste mettre if toggle. Et ici, donc s'il n'est pas égal à true, je ferai autre chose. Donc s'il n'est pas égal à true, je vais refaire la même animation. Donc j'enregistre, je teste. Après oui, ça doit faire le même fonctionnement. Ok, parfait. Mais si je reclique, donc ça fait rien parce que donc j'ai rien dans mon if. Donc là, je vais reprendre ça et je vais le remettre ici à 0. Donc maintenant, il faut que je change la valeur de toggle puisqu'il reste toujours à false. Donc pour ça, après mon if, je vais dire toggle égale l'inverse de toggle. Donc ça veut dire mon toggle équivaut à false. Je lui dis donc tu es égal à l'inverse de false, donc true. La fois d'après il serait égal à true, donc du coup il passera ici. Et donc tu es égal à true, je te dis tu es égal à l'inverse de true, donc false, et ainsi de suite. Donc si je teste, je rafraîchis, je clique, c'est bien, il décale bien vers la droite. Donc on lui a dit maintenant tu es égal à l'inverse de false, donc tu es à true. Et maintenant voilà, je peux le faire bouger à chaque fois que je clique. Donc voilà. Maintenant on va aller encore plus loin. On va supprimer ça. On va créer une nouvelle forme. On va créer un cercle qu'on va placer en bas. On va le dupliquer. On va le réduire. Ok. Et on va recréer 3 cercles de la même taille. Enfin 2 autres. On va alors mettre l'opacité à fond. On va le mettre en noir. Et celui-là, on va juste changer l'opacité. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que lorsque je clique sur ce bouton, j'ai les 3 pastilles du haut qui apparaissent en venant du bas. Alors, donc pour ça, je vais supprimer tout ce qu'on a fait ici. Ici, je vais le renommer Press Button. On va créer une autre fonction ensuite qui sera export const move 1. Donc return. Ok, alors ici au lieu de left, on va mettre bottom. Et là, on va lui dire que donc scale correspond à data.bottom, on va l'appeler bottom 1 d'ailleurs. Ok, on enregistre. On va retourner sur Framer. Ici pour notre bouton, donc on va sélectionner Press Button. Et ici, on va lui dire Move 1. Donc si je teste, là, mon bouton s'est mis tout en bas. Mais du coup, on va avoir un petit souci au moment de l'animation, puisqu'on va le voir arriver comme ça, se mettre ici. Mais du coup, il va s'afficher entre le bouton et le bas du document. Donc du coup, pour éviter ce genre de choses, en fait, on va lui dire de se mettre au même niveau que notre bouton. Donc on voit ici qu'il y a 18 pixels du bas sur le bottom. Donc on lui met 18 ici. On enregistre. On reteste. Ah oui, j'ai mis scale, mais...
Donc c'est bottom. Donc je rafraîchis. Ok, donc là il est bien ici, sauf que je voudrais qu'il soit caché par le bouton, donc le bouton soit au-dessus. Donc pour ça je vais juste réorganiser les calques. Je mets le bouton tout au-dessus et donc on n'a plus ce problème. Maintenant, au moment du clic sur le bouton, on va l'animer, donc data.bottom 1, et on va l'animer à la position où il est actuellement. Donc là, il est à 111 pixels du bas. On enregistre. Et si je teste, je clique sur mon bouton et on voit qu'il remonte. Donc on va faire exactement la même chose pour les deux autres pastilles. Alors je vais copier ce code là. Donc on va avoir move 2 et move 3. Ici, on va dupliquer ça. Donc la valeur initiale sera les mêmes pour les deux. Et c'est au moment du clic où la valeur va changer. Donc celui-ci va être à 173 et celui-ci à 235. Donc si on teste, on rafraîchit. Et ça n'a pas changé puisque j'ai pas appliqué de code sur ces pastilles. Donc là on est sur le 2 et celui-ci sur le 3. Alors, ah oui, je sais ce que j'ai oublié. Ici. Donc on anime le 2 et ici le bottom 3. On relance. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. J'ai pas changé ici. Donc on recommence. Et voilà, là on a nos trois pastilles qui montent. Maintenant, comme tout à l'heure avec le toggle, on va les faire redescendre. Alors if toggle et else. Donc notre animation, on la remet dans le else. Ici, toggle donc égale l'inverse de toggle. Et on va copier ça. Et ici, donc, on va remettre la position initiale qui était 18. Ok, on teste. Ça s'affiche et ça se recache bien. Après, on voit que l'effet est vraiment abusé. Donc, on va refaire comme tout à l'heure. Voilà, tension à 300, friction. On va mettre 30. On va mettre ça partout. On teste. Donc la tension est même un petit peu trop importante. La friction, pardon. Alors quand ça se referme, on va le mettre à 40. Voilà, là c'est mieux. Et maintenant ce que je voudrais, c'est que quand je clique, ils arrivent avec un petit décalage de 3 pastilles. Donc pour ça, je vais changer la vitesse. La première, je vais la faire arriver relativement vite. Celle-là, un petit peu plus lentement. Et celle-là,
comme ça, 200. Donc voilà, ça nous fait un petit effet là, avec un décalage. Donc c'est pas mal. Donc là déjà on peut facilement se rendre compte un peu de ce qui est possible de faire en interaction, voilà, en quelques lignes de JavaScript. Parce qu'au final, quand on a compris un petit peu le fonctionnement, c'est pas tellement compliqué. Alors maintenant on va voir autre chose au niveau des composants cette fois. Alors pour ça je vais ouvrir un exemple, donc celui-ci que j'ai déjà fait. Donc on a le même menu. Donc si je clique, on a des boutons qui apparaissent. Donc je sélectionne, sauf qu'à droite on voit qu'on peut paramétrer tout ça. Par exemple si je change la couleur ici, celui-ci je change également. Donc on voit que la couleur a changé. Le nombre d'items on va mettre 2 et on peut également changer la taille. Si je lance, donc je vais bien rafraîchir, et là on voit maintenant que j'ai 2 items comme j'ai paramétré ici. Alors pour faire ce genre de choses, il y a ce qu'on appelle le développement de composants. Donc dans composants, on voit ici en haut à droite, je peux faire new. Là je vais mettre hello from code, je fais create and edit. Et là, ça m'a créé le fichier hello.tsx. Si je regarde, donc je vais mettre all. Donc ici, je vois si je regarde dans mes composants, on voit que j'ai un nouveau composant avec un texte hello world et à droite que je peux complètement changer. Donc, on va voir comment c'est fait. Alors, on va pas créer entièrement le composant comme sur mon exemple, parce que ce serait un petit peu long, je ferai une vidéo vraiment dédiée à ça, mais on va décortiquer pour voir un petit peu comment est fait le développement de composants. Donc comme je disais tout à l'heure, ça s'appuie sur React, donc, qui est un framework conçu par Facebook. Donc ici on voit qu'on importe React, ici on importe Property Controls et Control Type sur Framer. Ici on a une variable de style qui correspond à des styles de CSS. Là, on a interface props avec un texte, on lui dit que c'est une chaîne de caractères, donc string en anglais. Ici, on exporte notre composant React, parce qu'il faut savoir que React, le principe du framework, c'est de décomposer une application en différents composants. On pourrait avoir un composant header, menu, item, liste d'items. Voilà. Ici, donc, on a default props avec un texte, comme ici. Et le texte c'est hello world, du coup ce qu'on avait ici, le texte par défaut tout à l'heure. Et ici on a Property Controls, donc c'est ce qui va être customisable sur le panel ici. Donc on lui dit que texte, ça a comme type un type de contrôlable en gros, qui est un string, donc une chaîne de caractères, et le title ça va être texte. Si je mets bonjour, là on voit que le libellé ici a changé. Et ensuite, on rend en gros visuellement notre composant. Donc c'est une div, ça se rapproche de l'HTML. En style, on lui dit que ici c'est la variable style. Si je l'appelle Toto par exemple, il faut que je change ici Toto. Et là, ça marchera toujours. Si je laisse style, là voilà, il y a une erreur, hein, il trouve pas la variable style parce qu'on l'a renommée. Et ici on récupère this.props.text, donc ce qui correspond à ça, enfin plus précisément à celui-là. Donc c'est ce qui permet d'afficher le texte à l'intérieur. Ici on va mettre ça entre parenthèses, on va aller à la ligne. Pour y voir plus clair. Ok.
Donc après on peut continuer à écrire en HTML là-dedans. Donc là le fait de mettre des accolades c'est pour écrire du JavaScript à l'intérieur de notre composant. Et on pourrait rajouter donc d'autres éléments contrôlables. Donc par exemple on va lui dire color, ça va être une chaîne de caractères. On va lui dire la valeur par défaut de color, ça va être du noir. Ici on va lui dire que color, ça a comme type donc control type point color, et title on va l'appeler font color. Donc si j'enregistre, j'ai bien mon font color qui s'est mis là, je peux choisir la couleur, mais ça ne s'applique pas sur mon composant. Donc pour ça, par exemple, je peux lui dire que ce qu'il y a dans cette div là, ça va avoir la couleur qu'on indique sur notre panel. Donc je lui dis style égale style comme au-dessus. Donc soit je peux créer une autre variable de style qu'il faudra donc que j'appelle différemment, soit si je mets une double paire d'accolades, je peux directement écrire dedans donc font size qui correspond à this.props.color, donc le color qu'on a ici. J'enregistre. J'ai mis font size, c'est juste color, pardon. J'enregistre. Donc là, ça vient changer la couleur en rouge et je peux directement changer la couleur. J'avais mis font size par exemple, on peut aussi faire ça. Font, je vais mettre juste size. Donc ça va être un string également. Ici, non, on a mis size. Size donc par défaut ça va être 16. D'ailleurs c'est pas un string, du coup c'est un number. Et ici on est reparti, size donc a comme type contrôle type number, et title c'est font size. Donc ici on va le récupérer également, virgule, donc font size égale this.props.size. J'enregistre, donc font size, et on voit que je peux augmenter mon texte directement comme ça. Donc on peut rajouter pas mal de choses vraiment pour paramétrer entièrement son composant. Et c'est comme ça que sont faits beaucoup de composants qu'on peut retrouver sur le store, comme par exemple Mapbox qu'on avait. Si on fait clic droit dessus, on fait copy code et on va créer un nouveau document, on va le coller ici. Je vais mettre que c'est du React, non, plain text, du React. Voilà, donc là on voit tout le code utilisé pour créer ce composant. Donc voilà pour le tour vraiment global de Framer. Donc comme je disais, je ferai une prochaine vidéo pour vraiment expliquer le développement de composants plus en détail, mais déjà ça vous a permis d'avoir une première approche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis, poser des questions si nécessaire. J'y répondrai au maximum. À bientôt.